Bienvenue à toutes et à tous. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité pour parler de ce sujet qui, au début, m'a paru difficile, mais que j'ai eu du plaisir à le traiter et donc à vous le présenter aujourd'hui. Donc, myome et sarcome utérin, peut-on faire la différence par échographie? Vous savez tous que le fibrome est la tumeur fréquente bénigne de la femme. Une femme sur deux a droit à faire un fibrome. C'est une tumeur bénigne donc, qui peut être traitée de façon conservateur, alors que le sarcome est une tumeur très rare. C'est une tumeur qui est agressive et dont le pronostic est sévère puisque la survie à 5 ans est de 50%. Donc, comme c'est une tumeur maligne, son traitement est chirurgical. Il s'agit d'une chirurgie radicale oncologique. Donc, on estime à 0,13%, donc 1 sur 770 fois, on résèque des léomyosarcomes considérés comme étant des myomes. En fait, ce chiffre n'a pas été sous-estimé au préalable. Donc, pourquoi il est important de faire en pré-thérapeutique le diagnostic? Parce que, en fait, c'est un challenge quand même, mais il faut le faire parce qu'il faut éviter un traitement inadéquat, notamment la morcellation laparoscopique avec un important risque d'essaimage péritonéal pour le sarcome utérin. Et il faut éviter une chirurgie large pour un léomyome chez une femme jeune encore désireuse de grossesse. Bien sûr, l'échographie pelvienne étant la première approche morphologique, elle va détecter le myome et elle va pouvoir, dans certains cas, émettre le diagnostic, mais dans beaucoup de cas, elle va avoir des limites liées parfois à des grosses masses ou à de l'obésité ou à l'absence de possibilité d'avoir la voie endovaginale. Donc, actuellement, l'IRM en complément constitue le gold standard. Comme objectif, je vais essayer de vous préciser les signes échographiques qui devraient vous faire suspecter le diagnostic préopératoire de sarcome utérin et donc, à la suite, demander une IRM pour encore préciser le diagnostic à travers des cas cliniques que j'ai pu colliger de part et d'autre et la revue de la littérature récente. Je commence par vous montrer ce cas de patiente venue parce qu'elle est, elle est suivie pour des myomes utérins connus depuis 2016 et cette fois-ci, elle est revenue parce qu'elle présente des métrorragies post-ménopausiques. Donc, le gynécologue nous l'a confié pour meilleure précision. En fait, on voit cette masse grosse de 7 cm, homogène. Vous voyez les contours bien circonscrits de cette masse avec, en écho endovaginal, le caractère homogène comme des contours bien régulés, comme tracés au compas. Et donc, cette masse était stable depuis 2016. J'ai pu récupérer son IRM. Vous voyez la corrélation de cette masse, grosse masse en IRM. On a les séquences T2, vous les reconnaissez parce que la vessie est blanche, et les séquences T1 et T1 après injection de gadolinium. Donc, en corollaire à cette image échographique, on a une masse, une grosse masse, qui est noire en T2, qui refoule et comprime la cavité utérine que vous voyez schématisée en étoile ici. Elle a des contours bien circonscrits, elle est homogène. Et lorsqu'on adjoint l'injection de gadolinium, vous voyez qu'il était également noir en T1 avant injection et il va prendre le contraste de façon moins intense que le muscle utérin qu'on voit ici. C'est un gros myome donc de type 2. Donc, on est maintenant avec l'IRM. Ce signal noir en T2 va nous confirmer, avec les données échographiques, qu'on est face à un fibrome, un léomyome ordinaire. Donc, on peut s'arrêter là. On peut ne pas donc opérer ce gros myome. D'autant plus que la patiente avait d'autres myomes que vous voyez ici. Ils avaient des écostructures un peu plus différentes que la masse index. Vous voyez ici une masse hyperéchogène hétérogène
une autre qui est calcifiée avec ces calcifications qui donnent les cônes d'ombre postérieurs. Ici, un plus petit qui est hypoécogène et homogène, et un autre qui est hypoécogène avec calcification périphérique. J'ai schématisé ici ces myomes, et vous voyez que lorsque ces myomes sont volumineux, et en général, il y a cet aspect dit en queue de comète ou de cône d'ombre postérieur un peu radiaire comme en accordéon, qu'on reconnaît beaucoup dans le myome ordinaire, sans dégénérescence. Donc, le lémiome, c'est une tumeur bénigne développée aux dépens des fibres musculaires et conjonctives à proportion variable. C'est une tumeur de la femme un peu à peau noire plus fréquemment. Elle est sous influence des hormones, donc elle peut grossir au cours de la grossesse, comme vous savez, et en général, elle doit décroître à la ménopause. Elle peut être asymptomatique ou elle peut saigner lorsqu'il s'agit de myome sous-muqueux ou donner une compression des organes de voisinage et donc donner une douleur, et elle peut être découverte à l'occasion d'un bilan d'infertilité. L'échographie, donc on commence toujours par la voie suspubienne pour évaluer la taille de l'utérus et les myomes, mais l'écho endovaginal est plus précise pour la topographie, la taille et surtout l'évaluation de l'endomètre et des anomalies associées. Vous avez donc, comme on l'a vu, c'est une masse qui est en général de forme ronde. Elle est à bord régulier, comme on a vu tout à l'heure, à majorité hypoécogène, parfois légèrement hétérogène, et elle est parcourue par ces bandes d'ombre linéaires qui est un critère quasi constant. Les calcifications sont fréquentes, comme on l'a vu dans notre cas. Ces myomes peuvent subir une dégénérescence kystique partielle ou totale et être parfois anécogène et renforcée en postérieur. La dégénérescence graisseuse peut donner un aspect très écogène et on confirmera la graisse avec le scanner, ici l'image du scanner à côté qui montre la densité graisseuse dans ce myome. Donc, vous connaissez tous la classification en 0, 1, 2 pour les myomes sous-muqueux, en 3, 4 les interstitiels et en 5, 6, 7 pour les sous-séreux. En Doppler couleur, on a un encorbellement vasculaire et des vaisseaux radiaires qui pénètrent le myome, comme on le voit sur ces images, avec une sollicitation plus de vaisseaux par le mode énergie. Quand on fait du Doppler pulsé, on trouve au sein de ces vaisseaux un spectre à basse résistance. J'ai repris une de nos patientes que j'ai explorée pour IRM la semaine dernière. Vous voyez l'index de résistance autour de 0,4 et la vitesse systolique maximale retenue autour de 35 cm par seconde. Ce n'est pas très élevé. Donc, pour les gros myomes, on peut avoir donc des dégénérescences kystiques et ça va donner donc des images de kystes anécogènes à l'intérieur qui sont soit anécogènes, soit un peu écogènes, et voici le corollaire en IRM de cette grosse masse fibreuse et qui contient de la dégénérescence œdémateuse et kystique. Donc, parfois, cette dégénérescence kystique est importante et j'ai pris de la collection de M. Bazot ce myome qui présente des plages kystiques périphériques. Remarquez la surface interne régulière de ces plages kystiques. Je vous montre maintenant ce deuxième cas d'une patiente que nous avait confiée Dr Halweni pour IRM, et il m'a gentiment donc passé les images échographiques. En fait, cette patiente est venue elle était symptomatique parce qu'elle avait une hydrorrhée importante et des saignements. Je commente d'abord l'échographie. Vous voyez, on voit cette masse hyperéchogène, un peu hétérogène. On arrive à préciser un peu le contour en antérieur par rapport aux muscles utérins, mais par endroits, on n'arrive pas à limiter cette masse aussi bien sur la coupe sagittale que sur la coupe axiale.
En IRM, vous voyez ce qu'on voit. On voit en fait une masse développée aux dépens du mur antérieur du muscle sur cette coupe sagittale et qui bombe dans la cavité avec une distension de la cavité et une retention hydrique dans la cavité. Lorsqu'on veut donc préciser les contours de la masse, on voit que cette masse, à un certain moment, elle infiltre le myomètre interne, cette bande hypoécogène qu'on appelle la zone jonctionnelle, et elle est infiltrée, elle ne se voit plus ici, et qu'à un certain moment, donc, on a une infiltration du myomètre externe en signal intermédiaire ici. Cette masse est un peu hyperécogène spontanément et elle prend le contraste de façon intense après injection de gadolinium, ménageant quelques zones de nécrose en hyposignal. Donc, comme on l'avait prévu, on avait dit que c'est une masse suspecte qui risque d'être un sarcome. C'était un léomyosarcome donc, de 11 cm de type myxoïde. Avec, donc, il infiltrait la paroi jusqu'à 6 mm de la séreuse et a été classé 1B selon FIGO 2018. Cette patiente j'ai eu la chance de récupérer son scanner dans le PAX où elle était venue en avril 2021, 2 ans auparavant, et a été explorée pour un Covid à forme abdominale. Et j'ai pu voir son utérus. En fait, il y a 2 ans, elle n'avait rien. Elle avait tout juste un petit myome calcifié en antérieur. Est-ce qu'il s'est dégénéré? On ne sait pas. Ou est-ce qu'il s'est développé à côté? On ne peut pas le prévoir. Donc, vous avez ici un autre cas que mes collègues radiologues du centre de maternité de Monastir m'ont gentiment prêté pour ce topo. En fait, il s'agit d'une femme qui a l'âge de 77 ans, qui était explorée d'abord par un scanner parce qu'elle avait des douleurs pelviennes. Et le scanner avait montré un processus tissulaire dans l'utérus. Vous voyez, il s'est rehaussé de façon hétérogène, ménageant des plages de nécrose. En échographie, cette masse était solide, hyperéchogène, hétérogène. On voyait un peu le muscle devant, mais on n'arrivait pas à la limiter en profondeur. Elle était peu vascularisée et donc vous voyez qu'en corrélant les images Doppler, échographiques et scanographiques, on peut tracer ces plages de nécrose dans cette masse solide. Le troisième cas que je présente m'a été prêté par la courtoisie du docteur Akakpo de Salpêtrière à travers ma collègue Salma Ayedi. Il s'agit d'une femme qu'on a explorée pour métrorragie à l'âge de 52 ans et douleurs pelviennes. En faisant l'échographie, on met en évidence une masse qui prend la région centrale de l'utérus et on n'arrive pas en profondeur à la limiter. En écho, même chose en écho endovaginal. Et vous voyez ici ces images de scanner et d'IRM en bas. Il s'agissait d'une masse, comme on le voit ici, qui prenait tout le corps de l'utérus depuis le fond utérin jusqu'à l'isthme et arrive jusqu'à la limite de la séreuse qui est bien individualisée ici sur les séquences T2 ici sous forme d'une masse en hypersignal par rapport au muscle iliaque et muscle droit de l'abdomen. C'est une masse qui est en hypersignal hétérogène, donc elle est cellulaire avec des plages kystiques qu'on voit ici en hypersignal T2 et qui se voit au scanner sous forme de plages hypodenses. Donc, c'était également un léomyosarcome. Si on résume ces 3 cas, qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Ils avaient en commun la grande taille tumorale, une forme ovale ou macrolobulée, une écostructure solide, hyperéchogène hétérogène, des contours irréguliers et lobulés, des plages kystiques irrégulières souvent à l'intérieur, pas de cône d'ombre interne comparé au myome, pas de calcification comparé au premier cas, et le myomètre n'était que partiellement visible,
ainsi que l'endomètre et la cavité utérine étaient difficiles à visualiser. Le sarcome utérin étant une tumeur rare, elle peut se greffer soit de nouveau, soit correspondre à une dégénérescence maligne d'un fibrome. L'âge moyen est de 60 ans, avec deux facteurs de risque, l'âge avancé et la post-ménopause. En général, les sarcomes sont symptomatiques, les femmes sont symptomatiques, soit qu'ils viennent pour des douleurs pelviennes, soit qu'ils viennent pour un saignement. Le diagnostic est difficile. Il est même difficile histologique, puisque plusieurs tumeurs bénignes du muscle lisse peuvent simuler un sarcome. L'imagerie, l'échographie, comme vous voyez, est difficile. Il n'y a pas de critères échographiques évidents de malignité. La majorité des cas sont découverts de façon fortuite après chirurgie pour fibrome. Si cette prévalence est très disparate entre les séries, mais elle peut atteindre donc 0,28%, ce qui n'est pas un taux négligeable. Donc, la classification histologique par l'OMS 2011 classe ces sarcomes en léomyosarcome, qui est le type histologique le plus fréquent, et sarcome du stroma endométrial, c'est un sarcome qui se voit chez la femme un peu moins âgée, donc en préménopause. Le traitement par tamoxifène et radiothérapie serait prédisposant. Il aurait un pronostic plus favorables parce qu'ils sont découverts à des stades 1 et 2. Le sarcome, par contre, de l'endomètre indifférencié est décrit lorsqu'on a des tumeurs très agressives à pronostic sombre en général. Le décès survient au bout de 2 ans. Il y a une entité qui s'appelle STAMP, c'est des tumeurs des muscles lisses de l'utérus qui ont un profil incertain de malignité. Donc, en fait, les anapathes trouvent un seul élément d'atypie et donc ils ne peuvent pas le classer dans le léomyosarcome, ils vont le classer dans le STAMP et dans ce cas, ces femmes, on va les surveiller. Le carcinosarcome ne fait plus partie des sarcomes, il est classé dans les carcinomes de l'endomètre de type 2. La plus grande série que j'ai pu donc relever dans la littérature est celle publiée en 2016. Il y avait donc 13, ils ont rassemblé les données de 13 centres en Italie et Espagne et ils ont pu donc colliger 195 patientes de sarcome avec un diagnostic histologique de sarcome sur 10 années. Et ces images de ces patientes ont été revues par 16 examinateurs, donc experts, au moins de 10 ans d'expérience. En fait, vous voyez ici qu'on a pu donc colliger 116 léomyosarcomes, c'est la forme la plus fréquente, 48 sarcomes endométrial stromal et 31 sarcomes indifférenciés. L'âge moyen était de 56 ans avec des extrêmes de 26 et 86 ans. Les patientes, 50% des patientes, plus que de 50% des patientes étaient symptomatiques et les classes 1 et 2 de FIGO étaient les plus fréquents. Ils ont donc fait un travail important, ils ont tout repris comme critères échographiques donc de modalités utilisées, d'écostructures donc internes du myome, de la masse myomateuse, mais également les contours, l'étude des contours, l'étude de la vascularisation avec détail, la vascularisation externe, la vascularisation interne, la visibilité ou pas du myomètre, de la cavité endométriale, de l'épanchement dans le Douglas, et ils ont à la fin donné un classement en véritablement suspect, clairement suspect, ou suspect de malignité ou bénin. Et je vous montre des illustrations de cet article où on montre donc une masse correspondant à un sarcome un peu bien limité, où on voit encore du myomètre normal. Par contre, ici, une tumeur qui était très agressive avec des contours très irréguliers. Ici, un autre cas où le sarcome était relativement bien limité, mais comportait des plages kystiques de nécrose, et malgré ça, on a une bonne visibilité du myomètre. Ici, un sarcome qui était richement vascularisé en Doppler couleur.
Pour les léomyosarcomes, ils ont constaté qu'il s'agit de tumeurs de grande taille avec une moyenne du grand axe au-delà de 10 cm. Elles pouvaient être uniques mais peu coexister avec d'autres fibromes. L'écogénicité était hétérogène, les contours irréguliers dans 50% des cas, des zones kystiques irrégulières dans 50% des cas. Une vascularisation par contre minime ou absente peut être vue et elle a été vue dans un tiers des cas. Les zones de nécrose avasculaire ont identifié ce qu'on appelle cet aspect de cooked appearance comme un steak. Je vous mets un steak ici, comme il est bien cuit. Ils ont rapproché ça à cette hétérogénéité d'une masse solide où il y a de l'hyperécogène et de l'hypoécogène. Donc, la prévalence de ce signe était de 21,7%. Ici, des exemples de léomyosarcome qui étaient où la vascularisation a été variable, ceux qui étaient hypervascularisés, d'autres moyennement et d'autres faiblement vascularisés. Par contre, pour le sarcome du stroma endométrial, les masses étaient solides à plus de 80%. Elles pouvaient occuper la cavité ou se présenter comme étant un épaississement du fût de l'endomètre. La taille moyenne était moins importante que le léomyosarcome, autour de 62 mm. Les bords étaient réguliers, par contre, dans 60% des cas. L'écostructure était hétérogène, avec la présence fréquente de dégénérescence kystique. Les sarcomes du stroma endométrial étaient moins vascularisés que les autres sarcomes. Voici les exemples de cas de sarcome endométrial, ici sous forme d'épaississement du fût de l'endomètre avec un aspect hypervascularisé. Ici, c'est une masse qui bourgeonnait dans la cavité et occupait le centre de l'utérus avec un myomètre encore présent et une vascularisation moyenne. Ici, un cas où le sarcome endométrial était infiltrant et plus diffus avec des plages kystiques à l'intérieur et une faible vascularisation en Doppler couleur. Pour le sarcome indifférencié, c'était des masses tissulaires solides, toujours une écostructure hétérogène. La taille moyenne était moins importante que celle du léomyosarcome, les bords irréguliers et la vascularisation était plus riche. Vous avez ici les cas de sarcome donc indifférencié où on voit une vascularisation irrégulière dans ces deux cas. Et lorsque c'était très nécrotique, on voyait de la nécrose et on avait une vascularisation beaucoup moins importante vu l'importante nécrose. Donc, en conclusion, pour cette étude qui était exhaustive et qui a rassemblé le plus de cas, donc, c'est que c'est des masses, en fait, les sarcomes, c'est des masses solides qui sont larges, avec une écogénicité hétérogène, des zones kystiques irrégulières. Les comptes d'ombre radiaires et internes étaient très occasionnels, 2 à 20%. Les calcifications sont rares. La vascularisation au Doppler est variable. La plupart étaient modérées à moyenne. Il y avait peu d'épanchement dans le Douglas et peu d'acide. Les cas d'erreur de classement, malgré cette étude rétrospective, étaient quand même de 25%. Donc, malgré qu'on connaissait qu'on était devant des sarcomes, et on a fait des erreurs parce que la présentation était pseudo-bénigne et ça se voyait dans les sarcomes du stroma endométrial en particulier, 13 cas sur 48, un seul sarcome indifférencié était déroutant. Quand ils ont revu ces cas, ils ont trouvé qu'ils ont vu, ils conservaient un myomètre normal dans 90%, l'endomètre était visible dans 70% des cas, l'écogénicité était homogène dans 55% des cas, il n'y avait pas les plages kystiques dans 80% des cas et le score vasculaire était minime à modéré dans 55% des cas. C'est pour cela que Park, qui avait au préalable donc illustré et
donc, publié une série de 10 sarcomes endométriales, a insisté sur le fait que ces sarcomes, ces femmes qui portent ces sarcomes sont symptomatiques et donc ils sont symptomatiques et ils décrivent des métrorragies et ils ont une croissance rapide de ces sarcomes. Il a insisté également sur le fait que ces sarcomes sont hétérogènes et qui présentent des zones kystiques. Une autre étude, c'est la même année, en 2019, qu'une équipe coréenne a également rassemblé une grosse cohorte de tumeurs donc opérées comme étant des fibromes, alors qu'il s'agissait de sarcomes méconnus. Vous voyez ici, il y avait autant de léomyosarcome 25K que de sarcome du stroma endométrial. Ils ont pratiquement eu les mêmes constatations que l'étude précédente, sauf qu'ici, ils avaient des cônes d'ombre postérieures plus fréquentes, autour de 50%. Donc, si on résume, donc, pour suspecter le sarcome, on a une forme ovale de la masse, une consistance et une structure solide, surtout hétérogènes, pouvant comporter ces plages kystiques irrégulières, des contours irréguliers ou lobulés. Il n'y a pas de capsule donc, dans le sarcome. Les cônes d'ombre postérieures peuvent exister. Il n'y a pas peu de calcification, presque pas de calcification. Et la vascularisation est variable. Elle peut être accentuée, mais souvent modérée. Ne pas être rassuré par une vascularisation pauvre des sarcomes. Donc, une étude a retrouvé en échodoppler pulsé que ces sarcomes peuvent être distingués des myomes par une vitesse systolique maximale élevée, autour de 70 cm par seconde, alors qu'on ne pouvait pas donc, les distinguer par l'index de résistance. Une autre équipe chinoise, 2 équipes chinoises ont évalué le sarcome et les myomes après injection de produits de contraste en échographie. Ils ont retrouvé un résultat fiable en montrant que le sarcome présentait une vascularisation, un rehaussement intense en échographie après injection, mais très hétérogène, avec surtout l'absence de rehaussement central du fait d'une nécrose. Ici, j'ai relevé ces images. Vous avez ici en haut le cas d'un fibrome ordinaire, en deuxième le cas de fibrome cellulaire, et en figure 3, ça c'est le léomyosarcome qui pour eux est très vascularisé en périphérie et il y a une nécrose centrale qui ne prend pas le contraste. Nous, on n'a pas la possibilité de faire beaucoup de produits de contraste, donc on va demander, lorsqu'on suspecte, on a ces caractères de suspicion, une IRM. L'IRM, on va la demander lorsqu'il y a une discordance radioclinique, lorsqu'il y a une mauvaise analyse globale en échographie, lorsque on a ces critères de suspicion échographique dont je viens de vous préciser. Une croissance rapide d'un fibrome doit alerter. Chez la femme ménopausée qui n'est pas sous tamoxifène, sous traitement hormonal substitutif, toute apparition de fibrome doit inquiéter. Une croissance d'entaille d'un myome chez une femme ménopausée doit faire indiquer une IRM et l'apparition de symptômes chez une femme ménopausée. L'avantage de l'IRM, c'est qu'elle a cette meilleure résolution en contraste. Elle permet par une étude multiplanaire et multiparamétrique, et elle va non seulement faire une approche morphologique par les séquences classiques, mais également une approche fonctionnelle par ce qu'on appelle l'IRM de diffusion. Si l'IRM peut résoudre le problème tel que ce cas que m'a confié Dr Wesley et que je remercie ici présent, donc d'une femme qui est venue parce qu'elle a un globe vésical tout simplement lié à une énorme masse pelvi-abdominale. L'IRM en coupe sagittale montre bien, le rattache bien à l'utérus. Vous voyez en étoile ici la cavité utérine et vous voyez comment cet utérus remonte jusqu'au niveau de la partie épigastrique en prenant donc toute la cavité abdominopelvienne, depuis la concavité pelvienne jusqu'à l'épigastre, et vous voyez comment il comprime la vessie. Vous voyez ici la vessie qui est comprimée, totalement écrasée. Il a dû la sonder avant de l'opérer.
le signal était celui d'un fibrome fibreux en remaniement œdémateux et kystique. Voici la pièce opératoire. Voici la pièce opératoire. Donc, bien sûr, on a eu la confirmation de la bénignité par l'anapathe qui m'a confié ici l'image histologique de cette fibrome par des cellules un peu allongées, fasciculées, donc qui ne contiennent ni d'atypie nucléaire ni de mitose. Donc, comment on va raisonner en IRM? Je vous ai remis le premier cas de fibrome fibreux. Un fibrome fibreux est peu cellulaire parce qu'il y a plus de tissu fibreux conjonctif dans ce fibrome. Comment il va se voir sur cette séquence en diffusion? Il va être noir. Pourquoi il est noir? Parce qu'il n'y a pas de restriction de la diffusion. C'est la diffusion en fait des molécules d'eau dans le tissu interstitiel des masses. Une masse qui est peu cellulaire, elle ne restreint pas la diffusion des molécules d'eau, donc elle va apparaître noire sur la séquence diffusion AB élevé. Donc, alors que ici vous avez en bas une femme qui avait plusieurs fibromes, dans un, vous avez la flèche ici, dans un n'était pas noir, il était blanc en T2, il était en hypersignal T2. Il prenait le contraste de façon intense plus que le muscle. Et lorsqu'on fait la diffusion, il est en hypersignal diffusion, donc il est blanc en diffusion. Donc, cet hypersignal diffusion, il est pratiquement de même signal que l'endomètre ici et des ganglions qu'on prend comme référence. Et il est, bien sûr, qu'il est plus blanc que le muscle. Ce myome hypercellulaire, donc, comment on reconnaît qu'il est hypercellulaire, qu'il ne s'agit pas d'un sarcome? D'abord, il est bien limité, mais on va calculer, on va mettre un ROI ici et on va calculer ce qu'on appelle le coefficient apparent de diffusion, ADC. Cet ADC ici était calculé à 1,2, 10-3 mm² par seconde. Donc, lorsqu'il est entre 1 et 1,2, on est plutôt vers un myome cellulaire. Alors que le léomyosarcome que vous voyez ici, donc on a fait, il est en hypersignal diffusion, donc on a fait l'étude de l'ADC, on a mesuré à 0,5 10-3, lorsqu'il est inférieur à 0,9, donc ce myome étant très cellulaire, il restreint de façon importante la diffusion des molécules d'eau dans cette masse très cellulaire, et donc il est suspect de sarcome. Ceci a été bien donc publié dans Radiology en 2020, et ce cutoff de 0,9, donc 10-3 mm par seconde, va pouvoir nous faire distinguer les myomes qui sont hypercellulaires parce qu'ils sont hypercellulaires et qui ont un ADC entre plus que 0,9, donc entre 1 et 1,2, alors que ceux qui sont au-dessous de 0,9, on va les considérer comme suspects. Cet algorithme a été repris également au dernier congrès de la Société nord-américaine de radiologie et a été publié en 2022. Donc maintenant, on le prend donc, en consensus. Il serait donc l'IRM en confrontant le T2, la diffusion et cette valeur de l'ADC avec un cutoff à 0,9 à une performance de 88 à 95%. Et donc, vous voyez que l'IRM viendra donc caractériser mieux ces myomes indéterminés en hypersignal T2 hétérogène. Donc, vous devez savoir que c'est une tumeur qui restera de diagnostic histologique, mais il est challengeant de le découvrir et de le suspecter en préopératoire. En faveur en échographie, c'est une masse solide hétérogène, de contours irréguliers, sans calcification. Recherchez cet aspect QI, disons QI, avec les plages kystiques et de nécrose, surtout lorsqu'il s'agit d'une masse unique chez une femme de taille importante, chez une femme ménopausée et symptomatique. Le sarcome utérin peut donner des cônes d'ombre postérieurs, comme le fibrome. Une faible vascularisation en Doppler et des contours réguliers ne doit pas vous rassurer faussement. Il faut rechercher les autres signes. Et en faveur du sarcome utérin en IRM, retenez un hypersignal T2, des contours irréguliers,
une hypersignal diffusion avec restriction de l'ADC et un ADC inférieur ou égal à 0,9 10-3 mm² par seconde. On peut également ajouter la présence de foyers de nécrose hémorragique qu'on peut voir en T2, noir en T2, et non rehaussé après injection de gadolinium. N'hésitez pas à demander une IRM pelvienne dans les situations difficiles, une écho non contributive ou suspecte chez des patients symptomatiques ou à risque, avant traitement conservateur pour ne pas se confronter à des surprises donc, histologiques. N'hésitez pas également à discuter de cas difficiles en staff multidisciplinaire. Dans le futur, l'IRM pourrait améliorer sa performance il y a des études qui font état de l'importance d'étudier en métabolique. La spectroscopie IRM peut aider à caractériser myome et sarcome et myome cellulaire. L'analyse de la texture avec ces algorithmes mathématiques qu'on peut adjoindre soit à l'échographie, soit à l'IRM, c'est des études en cours de validation et je vous remercie.